Merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. 330e jour de génocide à Raza. L'armée sioniste commet plusieurs massacres et fait des dizaines de victimes et de blessés. Quatrième jour consécutif du raid sioniste à Jénine. Plusieurs familles palestiniennes décident de rassembler le peu d'affaires qui leur reste et de fuir l'est de la ville. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, dernière ligne droite pour les trois candidats en pleine campagne électorale. L'Algérie et la Slovénie signent une déclaration conjointe et réaffirment leur volonté de continuer à approfondir les relations bilatérales. La Slovénie réaffirme son soutien permanent et continu au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Conflit russo-ukrainien, Moscou affirme avoir détruit un entrepôt d'armes ukrainien dans la région de Soumy. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait aujourd'hui 330 jours que l'occupant sioniste pilonne la bande de Raza. Ce samedi, les soldats sionistes ont perpétré une nouvelle série de massacres et fait des dizaines de victimes et de blessés. 5 citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés après un bombardement ayant ciblé la maison de la famille Ajabour à Khan Younes au sud de Raza. Au moins 5 civils palestiniens ont également été lâchement assassinés dans un bombardement sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Raza. Les rescapés, eux, cherchent d'éventuels survivants sous les décombres. Après minuit, il y a eu soudainement une grande frappe qui a visé la maison de notre voisin. C'est un homme simple qui n'est affilié à rien. Notre maison a été également endommagée, tout comme les autres maisons voisines. Il y a environ 4 ou 5 martyrs. Les gens étaient certainement très terrifiés. De minuit jusqu'au matin, ils n'ont pas dormi et ont passé leur temps à rassembler leurs affaires. Et aucune parcelle de l'enclave palestinienne n'est épargnée. La ville de Rafah a elle aussi été prise pour cible ce samedi. Des bombardements de drones ont d'ailleurs fait 2 martyrs et un blessé. En tout, l'armée d'occupation a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 89 martyrs et 205 blessés. Le bilan de l'agression sioniste s'élève à ce jour à 40 691 martyrs et 94 060 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes. Et alors que la situation sanitaire à Raza est de plus en plus chaotique et qu'un premier cas de polio a été enregistré, les bébés de Khan Younes ont enfin pu recevoir les premiers vaccins contre cette maladie. Un véritable soulagement pour les parents qui restent tout de même inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Nous appelons à un véritable cessez-le-feu pour que cette campagne puisse réellement réussir, car toutes les dispositions prises ne peuvent garantir son succès, même si nos équipes se rendront partout, et partout il y a un Palestinien qui a besoin de ce vaccin, malgré les dangers. Mais si la communauté internationale veut vraiment que cette campagne réussisse, elle doit appeler à un cessez-le-feu, sachant que ce virus ne s'arrête pas et peut atteindre n'importe où, afin que cette campagne puisse atteindre tout ce qu'elle vise. La campagne anti-polio a donc débuté ce samedi dans le centre de Raza, à la veille d'une pause humanitaire annoncée par l'ONU pour permettre de vacciner les enfants malgré le génocide qui ravage le territoire palestinien depuis près de 11 mois. Les Nations Unies ont envoyé 1,26 million de vaccins à avaler sous forme de gouttes.
two-round polio vaccination campaign. Une campagne de vaccination contre la polio en 2 phases doit débuter le 1er septembre dans la bande de Gaza. Au cours de chaque phase de la campagne, le ministère palestinien de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, l'UNRWA et ses partenaires, distribuera 2 gouttes du nouveau vaccin antipoliomyélétique oral de type 2 à plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans. Plus de 2180 agents de santé et agents de proximité sont prêts et soutiendront la campagne. La campagne sera menée par l'intermédiaire de 392 points fixes et de 200 voire 300 équipes mobiles. Il s'agit d'une opération de grande envergure. Leur sécurité est bien entendu primordiale. Par ailleurs, sachez que les violences s'intensifient en Cisjordanie occupée. L'armée sioniste a lâchement assassiné 2 jeunes Palestiniens dans la région d'Al-Khalil après avoir perquisitionné leur maison. Et je vous le disais en titre, les Palestiniens de Jénine continuent de subir les nombreuses agressions de l'occupant. Les forces sionistes poursuivaient ce samedi leur incursion meurtrière, renforçant leur présence militaire dans la ville et dans son camp de réfugiés. Un siège strict est également maintenu. Nous condamnons et dénonçons cette agression israélienne brutale contre la ville de Jénine, le camp de Jénine et le quartier Est. Pour le 4e jour consécutif, les incursions israéliennes répétées et la destruction systématique par les forces d'occupation israéliennes contre notre peuple se poursuivent, ainsi que le siège des hôpitaux et l'assaut contre le Croissant Rouge et les médecins. De nombreuses personnes ont besoin d'aide et nous ne pouvons pas les atteindre. Le gouverneur de Jénine dénonce la poursuite de ces raids sionistes à grande échelle de l'entité sioniste. Il y a des enfants qui sont privés de lait, de nourriture et d'eau depuis 4 jours. Et les personnes âgées ont besoin de médicaments. Notre mission est d'atténuer les effets de cette agression. Le président Mahmoud Abbas, le Premier ministre et les ambassadeurs du monde entier communiquent en permanence pour faire pression sur Israël par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Non seulement pour obtenir un cessez-le-feu d'1 heure ou 2, mais pour mettre fin à cette agression et lever le siège et la punition collective que subit depuis 4 jours le peuple sans défense. Et après les raids sionistes, plusieurs familles palestiniennes ont décidé de rassembler le peu d'affaires qui leur reste et de fuir l'est de Jénine. Quand nous avons senti qu'il n'y avait plus rien à faire, nous avons eu peur et avons décidé de partir. Je tenais ma fille pour la protéger. Toutes les fenêtres et les vitres ont été brisées. Nous nous sommes abrités dans la cuisine parce que c'était un peu loin avec une ruelle derrière. Mais quand ils sont entrés dans la ruelle, ils ont commencé à tirer dans les 2 sens. Donc nous n'avions pas d'autre choix que de partir ou l'un de nous mourait. Soudain, nous avons entendu force spéciale, fuyez. Alors nous sommes allés dans la cuisine, mais des coups de feu ont retenti. Alors nous sommes allés dans le salon et des coups de feu ont retenti là aussi. Nous sommes allés dans la chambre et des coups de feu ont retenti aussi. Nous ne savions pas où aller. Il y avait des balles partout et personne pour nous protéger. Qu'est-ce que c'est? Que Dieu soit avec le peuple de Gaza. En plus de la ville de Jénine, les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut à l'aube le gouvernorat de Tulkarem et le camp de Nour Shams au nord-ouest de la Cisjordanie occupée. Des sources locales ont confirmé que plusieurs véhicules militaires sionistes avaient quadrillé ruelles et axes routiers avant de se rendre au niveau du camp de Nour Shams où ils ont stationné dans le quartier d'An-Nasr. Et puis les campagnes d'arrestation s'intensifient également dans la région. Les forces d'occupation ont arrêté 22 civils palestiniens, y compris un journaliste, une dame, des enfants et d'ex-prisonniers. La nuit dernière, depuis mercredi dernier, 70 civils ont été arrêtés, ce qui porte donc le nombre total de détenus palestiniens depuis le 7 octobre à 10 300.
Et puis sachez que lors d'une manifestation organisée par Amnesty International et Health Workers for Palestine, des manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital Saint-Thomas à Londres pour exprimer leur solidarité avec 179 professionnels de la santé palestiniens qui sont détenus sans inculpation ni jugement par l'entité sioniste. Nous avons collaboré avec Health Workers for Palestine pour attirer l'attention sur les 179 professionnels de santé palestiniens qui sont actuellement détenus dans des lieux non divulgués et sans inculpation ni procès par les autorités israéliennes. Nous avons donc rassemblé 179 professionnels de santé britanniques pour refléter ce nombre et exiger leur libération. La veillée aujourd'hui a pour but de mettre en lumière le sort de plus de 170 professionnels de santé palestiniens, médecins, infirmiers et personnel paramédical qui ont été portés disparus par Israël. Nous savons, grâce aux témoignages de ceux qui ont été libérés, qu'ils sont torturés. Certains d'entre eux ont été tués sous la torture, comme le docteur Adnan El-Bourj. Il est donc essentiel que l'on se souvienne de leur sort, que l'on fasse pression sur le gouvernement britannique pour qu'il oblige le gouvernement israélien à libérer ses otages et que l'on fasse pression sur les associations médicales britanniques pour qu'elles réclament leur libération. Je suis triste de ce qui s'est passé. Je suis en colère et j'ai peur pour mes collègues. Beaucoup de mes collègues sont allés là-bas pour des missions humanitaires et ont eu la chance de revenir. Et nous avons connu de nombreux collègues qui malheureusement n'ont pas survécu. En ce qui concerne la physiothérapie, 39 à 40 personnes environ ont été tuées, y compris des étudiants en physiothérapie, dont beaucoup étaient très compétents dans leur travail, qui consiste à aider les gens et à prendre soin d'eux. Je ne peux imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir avant leur derniers instants, ni la terreur qu'ils ont dû ressentir en décidant de rester sur place et de continuer à s'occuper de leurs patients. Retour à présent en Algérie pour un coup d'œil sur le carnet de campagne en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. La course à la présidentielle anticipée du 7 septembre se poursuit à travers les 58 wilayas du pays. C'est la dernière ligne droite, nous le disions tout à l'heure, pour les trois candidats. Le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, appelle à l'unification du peuple algérien pour que les aspirations de ce peuple se réalisent. Nous nous engageons devant vous à travailler et à faire tout ce qui est dans notre possible. Nous allons faire l'impossible pour faire arriver cet espoir et défendre cet espoir et ses aspirations propres aux Algériennes et aux Algériens, pour la vie en sécurité et en sérénité, pour la vie en paix et en cohésion, pour la vie dans le développement et la prospérité, pour la vie dans l'harmonie. Nous, le message que l'on a envoyé depuis Annaba hier et depuis le pays des Chaouis libres avec ces jeunes hommes et femmes dans leur tenue traditionnelle régionale, nous étions venus vêtus de la abaya et du chèche traditionnel arabe originel à Ouergla. Et on a porté le bournous kabyle dans le Djurdjura et on portait la chéchia mozabite chez nos frères à Gherdaya. Et ainsi nous allions exprimer toutes les composantes algériennes, car ces composantes expriment la richesse de ce pays. Car ces composantes expriment la cohérence de ce pays que nous ne devons pas délaisser. La délégation qui a négocié à Évian a refusé de renoncer à 1 cm² de ce pays, ce cher pays. Dieu merci, aujourd'hui,
L'Algérie est une et unie. La communauté algérienne établie en France organise ce soir à Paris un rassemblement électoral massif en soutien au candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, et ce dans le cadre de la mise en valeur de l'implication de la communauté nationale à l'étranger dans le processus électoral ainsi qu'à son éternel lien avec la patrie. Les responsables du rassemblement ont révélé qu'un peu plus de 3000 personnes prennent part à ce rassemblement. Plusieurs interventions sont prévues à l'occasion, économique, politique ou encore sociale. Le tout pour parler justement des avancées de l'Algérie durant les 5 dernières années, depuis 2019, date de l'élection pour un premier mandat du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune. Déjà voter massivement, qui est un droit et un devoir de voter pour notre président, où aujourd'hui c'est encore plus important que les autres élections parce qu'on doit donner une sorte de blanc-seing, une sorte de garantie par rapport à la nouvelle Algérie. On est critiqué, attaqué un peu de partout, donc on a besoin justement d'avoir ensemble cette unité, cette solidité entre nous Algériens. Abdelmajid Tebboune est candidat, c'est un grand bonheur pour tout le monde. Vous voyez que ce soit des personnes et des personnalités issues de l'immigration que ceux du cru en Algérie. Nous sommes tous unis en une seule population et nous sommes tous derrière ce candidat qui a démontré lors de son premier mandat son intégrité, son opiniorité, sa détermination à faire en sorte à ce que l'Algérie prenne un nouvel essor et à ce que l'Algérie retrouve sa place dans le grand concert des nations. Et une journée importante, oui, parce elle s'inscrit dans le sillage justement du travail de fond qui a été fait d'abord par notre candidat président au profit de la diaspora et de la communauté nationale algérienne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'elle a renouvelé par cette présence très importante, vous l'avez constaté par vous-même, l'importance non seulement du jalon qui est les élections présidentielles, mais aussi pour renouveler sa confiance vis-à-vis du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, pour comme lui donner un levier d'action pour continuer justement dans son projet ambitieux et audacieux au profit en tout cas de la communauté nationale. Et puis de son côté, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherifa, a affirmé ce samedi depuis la wilaya de Tizi Ouzou que son programme électoral tente à renforcer l'unité nationale et à préserver la stabilité du pays. Il a ajouté dans le même contexte que son parti a toujours été attaché à la préservation de l'unité nationale par fidélité à la ligne tracée par le fondateur du mouvement, Cheikh Mahfoud Nahna, qui mettait l'unité et la stabilité du pays au-dessus de toute considération politique. Cette wilaya a sans le moindre doute une dimension économique, une dimension culturelle, une dimension intellectuelle. Toutes ces dimensions participent de l'unité nationale, premièrement, deuxièmement, à la sécurité nationale, comme l'a mentionné mon frère Mourad. Notre pays est sujet à convoitise. Nous pouvons diverger politiquement sur certaines idées, certaines questions, mais nous nous sommes unis dans la construction de l'État. Nous nous sommes unis dans l'idée que la région, le pays entier, forment une unité unificatrice et unie. Et cela demeurera le cas si Dieu le veut. Nous savons pertinemment que cette région est une partie de la sécurité de l'Algérie, une partie de la sécurité nationale du pays. Pourquoi ? Car cette région possède toutes les capacités nécessaires. Chers frères, notre programme, le programme de l'opportunité, est un programme qui est venu unifier les Algériens. Et pour cela, ce programme permet aux Algériens et permet aux composantes du peuple algérien d'être sur un même pied d'égalité. Égalité de chance, égalité de rôle, égalité de représentation dans l'administration du pays. Pour cela, notre projet dans cette région et hors de cette région s'appuie sur le respect de la diversité culturelle, le respect de la langue amazigh, le respect de l'arabe, le respect de toutes les langues et tous les dialectes utilisés dans notre pays. Nous souhaitons formaliser toutes ces langues, leur donner un rôle important pour ainsi sauvegarder l'unité nationale et ainsi protéger notre pays, car la protection du pays commence par ses postulats culturels,
Et donc, notre programme et notre projet sont basés sur la protection de la liberté et des libertés individuelles dans notre pays. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce samedi un message de condoléances à la famille du militant politique français Alban Liechti, décédé jeudi, affirmant que par sa disparition, l'Algérie aura perdu l'un des amis de la révolution algérienne, un grand militant parmi les hommes libres du monde. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et la vice-première ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, ont signé vendredi à Ljubljana une déclaration conjointe dans laquelle ils ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de continuer à approfondir les relations bilatérales et d'explorer les possibilités de coopération sur les questions internationales. Attaf, qui effectue une visite de travail en Slovénie, chargée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et Madame Fajon ont souligné l'importance de continuer à développer et à approfondir leurs relations bilatérales dans de multiples secteurs: économie, énergie, intelligence artificielle, numérisation, migration, entre autres. Et puis concernant la question du Sahara occidental, les deux pays ont convenu que la question devrait être résolue par des moyens pacifiques et diplomatiques sur la base du droit international. Nous soulignons le soutien de longue date de nos pays au processus mené par l'ONU, y compris l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, dans le but de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental et aux principes et buts de la Charte des Nations unies. La question devrait être résolue par des moyens pacifiques et diplomatiques sur la base du droit international. Et justement, à propos du Sahara occidental, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, rencontre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en marge de sa participation au 25e anniversaire de l'organisation du référendum d'autodétermination au Timor oriental. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements dans le pays. La question du Sahara occidental et la question du Timor oriental sont similaires en termes de leur nature juridique, historiquement simultanée et d'origine similaire. Mais le peuple sahraoui attend toujours l'occasion de jouir d'un jour de démocratie dans lequel il choisira librement son sort, tout comme le peuple du Timor oriental le vit depuis 25 ans. Le Sahara occidental étant sous la responsabilité directe des Nations Unies, le président Ghali a appelé l'ONU à protéger les civils sahraouis et à mettre fin au pillage des ressources naturelles. Le rôle requis de la mission de la MINURSO est nécessaire dans le rapport sur les violations flagrantes des droits humains et la responsabilité des Nations Unies de protéger les civils sans défense et de mettre fin au pillage des ressources naturelles, étant donné que le Sahara occidental est sous la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies. Et dans le reste de l'actualité, Moscou affirme avoir détruit un entrepôt d'armes ukrainien dans la région de Soumy. Une autre attaque de missiles au sud-est de Soumy a détruit plusieurs véhicules militaires et tué jusqu'à 35 militaires de la 80e brigade d'assaut aéroportée distincte de l'Ukraine, rapporte le ministère russe de la Défense. Et puis sachez que le président serbe Alexander Vučić a déclaré que son pays n'entrerait probablement pas dans l'Union européenne en 2028, une date ciblée par d'autres pays des Balkans qui espèrent rejoindre le bloc. Pour rejoindre l'Union européenne, la Serbie dit devoir améliorer sa démocratie, l'état de droit, son système judiciaire, son économie et éradiquer la corruption et le crime organisé. You know, I don't believe that
Vous savez, je ne crois pas que je souhaite tout le meilleur au Monténégro. Je ne crois pas qu'ils feront partie de l'Union européenne en 2028. Je ne crois pas que nous, la Serbie, ferons partie de l'Union européenne en 2028 parce qu'il y a de nombreux problèmes. Tout d'abord, nous avons ici des intérêts de l'Union européenne qui sont parfois différents des nôtres. Et je pense que si certains d'entre nous devaient devenir membres de l'UE, cela ne pourrait pas se produire avant 2030, mais ce n'est que mon évaluation. Et c'est pour très bientôt, c'est-à-dire demain. Ce qui pourrait se passer entre-temps, personne ne le sait. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.